Tu enchaînes sur. On se posait une question, et qui va un peu avec quelle voie d'abord, etc. C'est quelles sont les procédures qui risquent d'être difficiles ou qui risquent d'être simples. Quand je dis simple, c'est pour être gentil, mais enfin qui risquent d'être pas trop compliquées. Merci Benoît. Alors, quand j'ai vu le titre du topo et puis quand il a fallu que je planche pour savoir qu'est-ce que j'allais donner comme message, je me suis trouvé bien embêté parce que, avec beaucoup d'humilité, je me suis dit que ça allait être vraiment le travail de devin, d'arriver à déchiffrer, alors qu'on a très peu de données dans la littérature, d'arriver à vous prédire quelle fuite va donner un excellent résultat par voie percutanée et quelle fuite il faut ne pas se lancer. Mais néanmoins, on va finalement essayer de donner à travers cette présentation, je vais essayer de donner des messages de synthèse qui vont rejoindre tout ce qu'on a pu entendre comme message ce matin. Et je vais intituler ça les 12 travaux, les 12 critères d'Astérix pour la procédure. Finalement, quelles difficultés on va rencontrer? J'aurais pu rajouter, parce qu'on en a parlé, mais c'est vrai que pour moi, ça n'était pas le problème le plus important. Mais on pourrait rajouter d'abord en 1 la ponction transseptale, les difficultés de ponction. Ensuite, les difficultés de franchissement ou de refranchissement du guide. Ensuite, les difficultés de franchissement ou de refranchissement du système de largage qui va nous permettre de positionner la prothèse. Les problèmes de stabilité de la prothèse et les problèmes de gêne au jeu valvulaire. Finalement, c'est ça les difficultés que l'on va rencontrer durant la procédure. Je ne rentre pas dans les détails de quel patient, ça c'est pas le but de cette présentation, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des problèmes liés aux patients, mais ça, on va prendre que des patients forcément difficiles, récusés pour la chirurgie. Le premier problème, c'est la valve. Par contre, on sait que la valve, à mon sens, la valve mitrale, c'est une fermeture de fuite paravalvulaire mitrale, c'est bien plus difficile qu'une fermeture de fuite paravalvulaire aortique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une valve mécanique, une fermeture de fuite paravalvulaire en position mécanique, c'est plus difficile qu'une bioprothèse. Pourquoi? Parce qu'avec les valves mécaniques, on a plus de risques d'interférence avec les ailettes et donc plus de risques d'échec de la procédure. Donc ça, c'est aussi un premier message. Ensuite, la taille du défect. Finalement, il y a une balance entre un énorme orifice, et ça sera très bien, on va pouvoir franchir très facilement, mais on va avoir du mal à mettre des prothèses suffisantes ou en nombre suffisant ou en couverture suffisante pour avoir une étanchéité complète. En contrepartie, un petit défect, on arrivera plus facilement à être occlusif, mais par contre, on va avoir plus de mal à le franchir. Donc c'est ça, dans l'approche et dans le choix après de sa méthode pour fermer la fuite, c'est des éléments qu'il faudra prendre en compte. Effectivement, si on aura une très grosse fuite, eh bien on va peut-être se dire, comme l'ont fait ce matin, nous ont présenté ce matin l'équipe marseillaise, on va partir en transapical avec plusieurs prothèses d'emblée, bien stabiliser l'ensemble de notre complexe, et éventuellement ils ont eu sur une fuite qui était absolument énorme et quasi hémicirconférentielle, un résultat tout à fait satisfaisant. En contrepartie, par contre, si on a une petite fuite, eh bien on pourra se dire, on pourra essayer de tenter en première intention en transseptale. La forme va influencer aussi le succès de la procédure, puisque sur les formes en croissant, eh bien, on aura besoin d'un pouvoir occlusif important, mais si on utilise une prothèse ronde sur une forme en croissant, eh bien, on aura plus de risque d'interférence avec la valve. Donc la forme est à bien appréhender, et c'est là où, finalement, pour appréhender la complexité de la procédure, il faudra tenir compte de l'imagerie préalable, et ça, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir une imagerie parfaite au préalable. La localisation du défect rentre en jeu. On en a parlé ce matin, les fuites antérolatérales en regard de l'auricule sont probablement plus facilement accessibles à franchir et à fermer, en particulier par voie transseptale, alors que les fuites postéroseptales seront les plus difficiles à atteindre. Et dans ce cas-là, il faudra probablement peut-être envisager d'emblée une voie transapicale plutôt que partir sur une voie transseptale. Alors, pareil, une petite digression, mais tout est faisable. C'est-à-dire la voie postéroseptale, bien sûr, on peut y arriver, soit par des astuces, soit en bouclant dans l'oreille gauche, en essayant de revenir, soit en passant en rétrograde, en amenant un guide. Il y a plusieurs méthodes, on peut faire des snares, on peut s'aider, on peut avoir tout le support pour le faire par voie transseptale. Mais lorsqu'on va s'attaquer à des fuites qui seront complexes à franchir et à fermer par voie percutanée, on peut s'engager dans des procédures extrêmement longues. Et sur les premières fuites paravalvulaires que j'avais fermées, j'avais vu avec effroi que mon dosimètre m'indiquait 128 coraux. Je pense que ce n'est pas forcément toujours raisonnable, même avec un peu d'expérience. On pouvait dire, bah, oui, mais tu savais pas en faire, tu n'avais pas d'expérience. Bon, je ne l'ai pas fait tout seul d'abord. Et puis ensuite, même sur les dernières procédures avec des gens expérimentés, avec Benoît ici, on a eu un échec. Et finalement, on a quand même mis 5, parce qu'on est acharné, on a envie d'y arriver, donc on passe 2 heures, 3 heures, 5 grès de rayon. Est-ce que c'est raisonnable de faire une procédure avec 5 grès pour un échec, en se disant finalement on va repartir en voie transapicale parce qu'on n'a pas réussi en voie transseptale? Donc là, c'est des questions que je pose, je n'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit notre voie d'abord.
Donc finalement, bon, ça on va passer très vite parce qu'on a largement détaillé, mais que les fuites postérocétales, on va plutôt les faire éventuellement en transseptales versus les voies d'abord transapicales pour les antérolatérales en transseptales et les postérocétales en apicales. Il y a le problème aussi dans ces voies d'abord, la problématique de savoir quelles sont les autres valves qui sont touchées. Quand on a une valve mécanique en position aortique, Alain a illustré le fait que si on a certains types de valves mécaniques en position aortique, on ne pourra pas les franchir, on ne pourra pas utiliser une voie rétrograde avec une boucle artério-veineuse, même si avec d'autres types de valves mécaniques, comme les stars, il n'a pas eu de difficulté par contre à franchir, y compris en rétrograde. Donc ça, les autres valves sont aussi à appréhender dans la stratégie. Et ça, c'est un point effectivement essentiel qui a été souligné depuis ce matin dans toutes les présentations, c'est quelle imagerie préalable. Alors je vais être volontiers polémique, mais justement c'est important par rapport aux décisions qu'il y a actuellement aussi à Marie-la-Longue. Moi j'ai eu l'impression, parce qu'on a testé en 3D avec notre équipe, on a vu que d'abord que le 3D ou le biplan ou le multiplan, c'est-à-dire pas seulement le volume rendering, mais aussi simplement d'utiliser des axes orthogonaux simultanés ou du balayage en multiplan, eh bien toutes ces techniques qui sont offertes par les sondes matricielles, elles sont bien plus intéressantes, enfin elles sont intéressantes en complément du 2D, c'est pas antagoniste, c'est simplement que ça arrive en complément et que c'est extrêmement intéressant pour localiser, prévoir, pouvoir définir à la fois guider la procédure, le résultat et l'évaluation avant. Néanmoins, on a du 3D qui n'est pas du tout comparable entre les différents constructeurs. On a vu notamment qu'avec Siemens, alors on a des excellentes cadences images sur le 3D couleur avec Siemens, on voit ici très bien la fuite en antérolatéral à proximité de l'auricule. Mais ce qui est étonnant, alors que pourtant on était avec l'ingénieur qui était censé nous régler les gains, etc., moi je ne vois pas la fuite, là. Je suis désolé, mais je ne la vois pas. Alors qu'avec un réglage du gain dans une autre marque, comme Philips, on voit tout à fait les formes en croissant, on va pouvoir définir de façon pour l'instant un peu plus appropriée, même si c'est pour l'instant pas complètement satisfaisant, parce que les diamètres que l'on mesure en écho ne sont pas forcément toujours finalement les diamètres après que l'on va implanter en termes de prothèse. Et pour l'instant on a un résultat en termes de gain qui est un peu meilleur. Et alors après le scan, moi j'en ai une expérience décevante pour l'instant, parce que les valeurs qu'on nous donnait, on nous surestimait grandement les tailles de défects, mais probablement j'ai été assez séduit par toutes les présentations qu'il y a pu avoir sur l'intérêt du scan au préalable, et c'est probablement effectivement aussi, il faut se donner tous les moyens, et en particulier essayer avec son radiologue, finalement c'est aussi à nous d'aller vers le radiologue, de lui expliquer ce dont on a besoin et comment il peut nous aider dans la procédure. Après, on a abordé, donc il y a l'imagerie avant, et effectivement il y a l'imagerie interventionnelle. Et là, il faut une formation spécifique. Alors, la fusion écho, ça reste à démontrer, mais ici, je vous montre par exemple, effectivement aussi sur un éco-navigateur, pourquoi moi je pense que c'est intéressant, c'est qu'on a pu positionner, c'était une procédure de CIV, c'était pas une procédure de fuite par valvulaire mitrale. Voilà, on verra rien, c'est pas grave. Bon, c'est le problème de Philips, c'est de l'éco-navigateur. Non. En fait, si on peut, juste ce point est intéressant, il y a juste ça, il n'y a pas besoin de voir la boucle vidéo. En fait, c'est que là vous avez un point qu'on a pu repérer qui était sur une fermeture d'une petite CIV, un point sur le septum, et finalement ça guide, après ça permet de viser avec le guide, hop, la CIV, ça permet de gagner un peu de temps sur le franchissement de la CIV, et puis ça permettait par la suite d'avoir les rapports anatomiques avec la valve mitrale, la valve aortique, et donc de pouvoir positionner le device de fermeture de la CIV tout en visualisant de manière simultanée en fusion la valve aortique et la valve mitrale. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Mais par contre, effectivement, l'imagerie qu'il faut faire dans ce type de procédure, c'est, à mon sens, le 3D est fondamental, indépendamment de la fusion pour l'instant, mais le 3D est fondamental pour guider et aider dans ce type de procédure. Sauf pour la mitrale. Hein. Pour la valve aortique, le 2D est probablement largement suffisant, comme aussi on l'a montré ce matin. Mais dans le point clé, effectivement, c'est que ce n'est pas une machine d'écho toute seule qui va vous donner des superbes images. Il est essentiel d'avoir un couple imageur-cathétériseur, même un couple au départ avec le chirurgien pour vous définir éventuellement la voie d'abord et puis pour vous définir l'indication, mais aussi un couple avec son imageur, parce que c'est lui qui va vous donner finalement les belles images et qui va vous faciliter considérablement la procédure. C'est-à-dire que la même fuite faite avec un échographiste qui n'a pas du tout l'habitude de ce type de procédure va être potentiellement beaucoup plus difficile et peut-être qu'on aura un échec, alors que quelqu'un qui a bien appréhendé la façon d'évaluer ce type de procédure et nos besoins, eh bien, va permettre, à mon sens, d'augmenter le chance de succès de la procédure. Donc j'avais bien aimé ce titre d'une publication américaine de QT qui fait effectivement Can we talk? Est-ce que nous savons bien communiquer entre l'échographiste et le cardiologue interventionnel pour faciliter ce type de procédure? Je vous laisse deviner qui est l'échographiste et le cardiologue interventionnel sur les schémas.
Alors le problème, et oui, est-ce que peut-on prédire le blocage des ailettes? Alors ça c'est la question à 10 000 $, mais évidemment la taille de la prothèse va jouer. Plus on mettra une prothèse grosse, plus il y aura un disque important. S'il y a une prothèse avec un disque, plus on va augmenter le risque de blocage des ailettes. Et ce qui était aussi intéressant, il y a un papier qui est sorti sur dire que finalement la localisation de la fuite paravalvulaire mécanique va influencer les chances de blocage de l'ailette. C'est-à-dire que si on a sur une fuite qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire perpendiculaire aux ailettes, à ce moment-là, le risque de gêner les ailettes est moindre que si on est sur ce côté-là, c'est-à-dire vraiment juste en regard des ailettes, où là, le risque de bloquer les ailettes est plus important. Donc ça, c'est peut-être un élément qu'on peut prendre en compte aussi pour essayer de prédire le risque de blocage des ailettes et choisir notre prothèse de façon adaptée en fonction. Est-ce qu'on peut essayer de prédire la stabilité de la prothèse? Alors finalement, bon, avec quel que soit le type de prothèse, les prothèses de CIA, les prothèses de CIV, il nous arrive d'avoir des prothèses comme ça quand on essaye de les tirer, de les manipuler un peu pour voir si elles sont stables, elles paraissent bien positionnées, et puis pam, elles sautent finalement, donc on recommence tout à zéro, on est très content. Et donc en fait, finalement, à mon sens, il est très difficile de prédire la stabilité de la prothèse parce que ça va être aussi un compromis entre la taille de la prothèse qu'on va prendre le plus large possible, mais qui risque de gêner les ailettes. Donc on va diminuer la taille, mais on va diminuer la taille du disque pour pas gêner les ailettes, mais en même temps, on risque dans ces cas-là d'avoir un problème d'instabilité. Alors une fois, on avait fait avec Alain une calibration au ballon du défect pour essayer de choisir la prothèse de taille la plus adaptée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez dans d'autres centres fait en routine. Et dans ce cas-là, ça nous avait permis de choisir la prothèse la plus adaptée sur une CIA en croissant ou sur une prothèse, pardon, sur une fuite paravalvulaire en croissant dont on avait du mal à évaluer vraiment le diamètre et la taille. Alors finalement, peut-on prévoir la prothèse la plus adaptée? Parce que ce serait ça finalement. Est-ce qu'on peut au début de la procédure, avant même de commencer, dire on va utiliser une prothèse CIV numéro 10? Ça serait parfait, ça nous permettrait de gagner quand même aussi du temps, ça nous permettrait de faciliter la procédure. Alors le problème c'est que si on regarde sur PubMed, il y a très peu d'études qui nous ont donné des marqueurs prédictifs de succès de procédure. On a des séries qui nous donnent des registres en nous disant voilà, le taux de succès c'est ça, 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 mais on n'a aucune étude qui nous dit quelle situation va nous permettre d'avoir un bon résultat ou pas. Donc finalement souvent c'est cuisine locale et puis un peu à pile ou face, bon je vais prendre tiens aujourd'hui, ah mince, Serge ne nous a pas livré de prothèse de CIV, c'est un petit pied de nez pour la dernière procédure qu'on a fait. Donc on va mettre une prothèse de CIA et puis finalement il n'y a pas je trouve assez d'évidence base pour dire quelle prothèse on va utiliser et quelle prothèse sera la plus adaptée. Ensuite, peut-on prédire, ce qui serait aussi très bien, peut-on prédire l'évolution après avoir mis notre prothèse, peut-on prédire l'évolution? Alors effectivement, on est très concerné par le taux de, quand il y a un shunt résiduel, le risque soit d'aggraver une hémolyse, soit finalement d'avoir un résultat qui ne soit pas assez satisfaisant, alors que pourtant on a pu passer du temps pour arriver à positionner cette prothèse, avoir un résultat qui paraît correct, et finalement on est déçu parce qu'il persiste de l'hémolyse. Donc effectivement, un des messages, et j'ai beaucoup apprécié la présentation ce matin de l'équipe de Suisse qui nous disait oui, il faut chercher à avoir une étanchéité le plus complète possible. Acharnez-vous à mettre d'autres prothèses, éventuellement plus petites, mais qui vont venir boucher les shunts résiduels pour diminuer absolument ce risque d'hémolyse et de mauvais résultats. Ensuite, peut-on prédire l'évolution en termes d'insuffisance cardiaque? Ça, finalement, on sait que si on a une fuite qui sera de bas grade en fin de procédure, finalement, ça, on est à peu près convaincu que ça va les améliorer sur le plan clinique, mais avec toujours ce problème d'hémolyse. Alors, est-ce qu'on peut interpréter pendant la procédure, en fonction de la direction des jets à l'échographie, en fonction éventuellement de marqueurs biologiques? Il y a une équipe qui propose de tester le shear test, l'équipe de Lille. Voilà, l'équipe de Lille qui propose de mesurer le shear test per procédure, qui permettrait d'évaluer l'augmentation de l'hémolyse après la pose de la prothèse pour savoir si on va avoir un bon résultat après. C'est éventuellement des pistes qui peuvent être intéressantes pour l'avenir. Donc finalement, la réponse, peut-on prévoir la difficulté de la procédure? On va revenir à Astérix avec Jules César qui avait déclaré que l'expérience est le maître de toutes les choses. Et donc finalement, c'est aussi l'intérêt de ce registre et de cette journée d'aujourd'hui, de pouvoir mettre en commun toutes nos expériences, partager nos joies et nos déceptions pour essayer d'améliorer notre pratique.